Salut à tous. Comme vous le savez, la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février dernier, et il est important pour les dirigeants occidentaux de réagir, s'ils veulent pas être taxés de couilles molles. Mais comme on l'a vu dans la précédente vidéo, le gérontocrate en chef refuse d'envoyer des troupes au sol, parce qu'on va quand même pas aller crever pour l'Ukraine dans une troisième guerre mondiale. Déjà que le mec a du mal à tenir sur un vélo, on va peut-être pas trop lui en demander. La réponse militaire s'est donc forcément limitée à l'envoi d'armes et de munitions, eux-mêmes limités aux réalités de la logistique et des capacités de production en Occident, anémiées par des années de décisions économiques stupides. Le gros de la réponse s'est donc porté sur des sanctions économiques et politiques contre la Russie et ses dirigeants. Qu'importe si l'expérience a montré que ce type de sanctions n'ont jamais fait reculer le pays visé et se sont souvent montrées contre-productives. On voit aujourd'hui avec quelle efficacité les sanctions prises contre la Russie depuis l'annexion de la Crimée en 2014 ont permis d'éviter la guerre. Great success! Depuis 2014, plus de 200 personnalités russes ont été interdites de voyager en Europe et leurs actifs financiers ont été gelés. Les financements et les exportations de matériel ou de brevets en provenance de l'Union européenne pouvant servir dans l'industrie de l'armement ou de l'extraction pétrolière avaient été interdites. Visiblement, ces sanctions n'ont pas beaucoup gêné la Russie dans ces domaines, puisqu'il n'y a eu aucun arrêt de la production de pétrole et de gaz, et qu'elle a pris une avance importante dans certains domaines de l'armement. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. En réponse à ces fameuses sanctions, la Russie avait eu l'intelligence de décréter un embargo alimentaire contre l'Union européenne, ainsi que la Norvège, l'Australie, le Canada et les États-Unis. Ces pays ont donc perdu de l'influence sur la Russie, leurs exportations étant remplacées par celles de pays qui n'ont pas pris de sanctions, notamment la Chine et le Brésil. Ça n'a pas marché. Et surtout, la Russie en a profité pour développer son agriculture nationale et son industrie agroalimentaire. En fait, on lui a offert sur un plateau l'opportunité de mettre en place un protectionnisme transitoire, qui peut être difficile à faire accepter aux consommateurs en temps normal. On trouve plus les marques habituelles dans les rayons, c'est peut-être plus cher, quand les produits alternatifs arrivent, ils n'ont pas le même goût. Mais c'est justifié ici par les nécessités internationales et par la défense de l'honneur et de l'indépendance du pays. Tant pis si tu trouves plus ta marque de parmesan dans les rayons. Donc non seulement les gens râlent moins, parce que ce serait mesquin, mais ils s'engagent plus pour soutenir cet effort, ce qui a permis à la Russie de relever son pari haut la main. Alors qu'elle importait des céréales depuis des décennies, la Russie est devenue l'un des premiers exportateurs, obtenant une influence sur les marchés mondiaux dont les Occidentaux se plaignent aujourd'hui. Le succès est aussi en bonne voie dans l'élevage, le vin et l'agroalimentaire qui se modernise à grands pas. On avait vu dans le pire de juillet 21 comment la Russie s'approprie des appellations ou des spécialités européennes, comme le champagne ou le parmesan. Des produits qui étaient importés d'Europe sont remplacés par des productions locales. La filière agricole européenne a donc perdu son bon client russe pour toujours, entraînant dans certains cas un effondrement des prix, et en conséquence de quoi, l'Union européenne a dû multiplier les plans de soutien. Great success! En voulant sanctionner la Russie, nos gestionnaires de l'année l'ont forcé à conquérir son indépendance alimentaire contre nos intérêts économiques et politiques les plus basiques. Pendant ce temps-là, les mêmes abrutis laissaient la France perdre lentement son indépendance alimentaire. Je vous laisse deviner lequel de ces deux pays est le plus à même de sanctionner l'autre aujourd'hui. Face à un tel résultat, n'importe quelle personne normalement câblée remettrait en cause cette stratégie. Mais quand l'idéologie d'un idéologue ne marche pas, il en déduit toujours qu'il n'y a pas assez d'idéologie. Si le marché libre ne marche pas, c'est qu'il n'est pas assez libre. Si le socialisme ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas assez de socialisme. Si l'Union européenne ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. Et si les sanctions ne marchent pas, c'est qu'il n'y a pas assez de sanctions. Et voilà, vous avez suivi, vous avez le niveau pour être ministre de l'économie. Bravo. On va donc faire plus d'un truc qui a produit l'effet inverse de celui qu'on voulait, dans l'espoir injustifié que les choses vont se dérouler cette fois comme on a décidé qu'elles devaient se dérouler. Parce que nous sommes trop intelligents pour être dans l'erreur, c'est la réalité qui se trompe. À ce petit jeu, il faut bien dire que nous avons quelques champions du monde, à commencer par ce cher, ce coûteux Bruno Le Maire. Nous allons mettre en œuvre aujourd'hui, nous, ministres des Finances, ces sanctions massives et immédiates contre la Russie. Ces sanctions vont frapper durement la Russie. Elles vont frapper durement l'économie russe. Et notre objectif est de faire plier l'économie russe. Cela prendra le temps nécessaire. Nous sommes totalement déterminés. Nous continuerons le temps nécessaire pour faire plier l'économie russe et plier les responsables politiques et économiques de la Russie.
Depuis hier, la Russie est plongée dans une crise financière. Le cours du rouble s'est effondré. La bourse de Moscou n'a pas pu ouvrir de toute la journée. Dans la foulée des sanctions infligées notamment par l'Europe, est-ce qu'elles ont atteint leur but? Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. À la Russie ou à Vladimir Poutine? À la Russie, à Vladimir Poutine, à son gouvernement, mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs, nous voulons viser le cœur du système russe, nous visons Vladimir Poutine, nous visons les oligarques, mais nous visons aussi toute l'économie russe. Il était parti sur les chapeaux de roue, notre petit Bruno, hein. Elle est fantastique, cette interview du 1er mars. Il a quand même fallu lui expliquer que la Russie n'avait pas envahi la France, ni l'Union Européenne, ni l'OTAN, et que nous ne sommes pas en guerre avec ce pays. Sûrement ravi de se donner plus d'importance qu'il en a en brassant des éléments de langage grandiloquents du haut de son inconséquence habituelle, le petit Bruno a découvert que le monde extérieur n'est pas aussi complaisant que les journalistes parisiens auxquels il s'adresse. Quand Dimitri Medvedev lui a recommandé de faire attention à son discours, parce que les guerres économiques se transforment souvent en guerres réelles. Un grand prout retentit alors à Bercy, qui publiera un rectificatif. Le terme guerre utilisé ce matin sur France Info était inapproprié et ne correspond pas à notre stratégie de désescalade. Laissant à penser qu'ils ne comprennent pas le sens des mots désescalade et stratégie. Le petit Bruno a enfilé un costume trop grand pour lui, comme la plupart des élites occidentales. Confis dans l'hubris, ils se prennent encore pour les gendarmes du monde. Ils se sont pas encore rendus compte qu'à force de délocaliser les matières premières et l'industrie, et de compenser toute leur stupidité par du surendettement, le centre de gravité économique du monde s'est légèrement décalé vers l'Asie. Et ça a quelques conséquences sur leur capacité à sanctionner la Russie efficacement. Car la puissance économique ne se résume pas à afficher un gros PIB en dollars. Si celui-ci se compose de revenus touristiques, de dropshipping et de formation en dropshipping, ça va pas aller très loin. La puissance économique repose sur des éléments de souveraineté et d'indépendance objectifs, comme l'accès aux matières premières et à l'énergie, ou à des capacités de production propres qui ne dépendent pas de filières d'approvisionnement éclatées sur toute la planète. Concrètement, il s'agit de savoir fabriquer des masques et des médicaments pendant une pandémie, de savoir fabriquer des armes et des munitions pendant une guerre. Rien de très compliqué à comprendre. Mais les bénéfices de la souveraineté ne sont pas intelligibles pour nos gestionnaires de l'année. Vous comprenez, il n'y a pas la case dans leur tableur Excel qui ne s'intéresse qu'au prix le moins cher, la fameuse compétitivité. Alors une fois de plus, la réalité va se charger de donner une leçon à nos chers idéologues. Entre le 23 février et le 3 juin, 6 vagues de sanctions d'importance variable ont été prises par l'Union Européenne et les États-Unis contre la Russie. Et les grands esprits nous assuraient que l'ampleur exceptionnelle des sanctions garantissait l'effondrement économique de la Russie. Est-ce que ce rapport de force sanctions économiques, paria, sorti de tout... Le rapport de force qu'on a mis en œuvre aujourd'hui, on ne sait pas parce que c'est la première fois que ça a été fait dans l'histoire des relations internationales. On n'a jamais, en effet, imposé un train de sanctions de cette nature. On n'a jamais gelé les biens personnels. On n'a jamais interdit les pays de survol. On n'a jamais traité un chef d'État, sauf peut-être au Soudan, en banni. On va voir. Moi, je pense que ça va marcher. Je pense que l'économie russe va s'effondrer. Vous avez assez dit sur ce plateau, je vous ai entendu si souvent dire que la Russie avait le PIB de l'Espagne. Oui, souvent c'est dit ici. Oui, c'est ça. Oui. Bon, souvent c'est dit ici. C'est facile, souvent dit ici. Et l'Espagne. Bien, alors moi, je peux vous dire qu'un pays qui a le PIB de l'Espagne et qui est soumis à ce train de... Mais alors, si on se projette, mais dans la diplomatie... Ah ça, on nous l'a rabâché que la Russie a le PIB de l'Espagne. Hein. Alors c'est vrai en dollars, mais c'est faux en parité de pouvoir d'achat. La Russie est plus proche de l'Allemagne. Il n'empêche que si la taille du PIB et du marché de consommateurs est bien l'élément déterminant de la puissance d'un État, comme on nous le dit, la Russie n'a aucune chance face au poids économique et financier de l'Union Européenne et des États-Unis. Aucune chance. Et dans les premiers jours, c'était bien parti. Le défaut de paiement de la Russie était inéluctable. Sa monnaie s'effondrait. Toutes les entreprises baissaient le rideau. Et puis, la tendance s'est inversée. Et elle s'est inversée à tel point que c'est maintenant l'envolée du rouble qui pose problème. Nous sommes donc face à une énigme. Comment se fait-il qu'un pays qui a le PIB de l'Espagne résiste aux sanctions économiques et politiques d'un groupe de pays 10 à 20 fois plus puissants que lui dans tous les domaines, et que non seulement il résiste, mais il semble en tirer des avantages,
tandis que les pays sanctionneurs s'enlisent dans les conséquences de leurs propres choix. On va essayer de répondre à cette énigme en analysant les conséquences des principales sanctions qui ont été prises ces derniers mois. Je vous cache pas que les conneries sont massives, ça va s'étaler sur plusieurs vidéos. La toute première sanction qui a été prise est le gel des avoirs des oligarques et des membres du gouvernement russe, parce que c'est la plus simple à mettre en place. Nous avons immobilisé 22 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe. Nous avons immobilisé 150 millions d'euros de comptes de particuliers de lignes de crédit en France, dans des établissements français. Nous avons immobilisé pour 539 millions un demi-milliard d'euros de biens immobiliers sur le territoire français correspondant à une trentaine de propriétés ou d'appartements. Et nous avons immobilisé 2 yachts pour 150 millions d'euros au total. Depuis que nous avons mis en place cette task force pour la première fois de l'histoire du ministère des Finances, qui rassemble des centaines d'agents, des services de renseignement financier, Tracfin, du Trésor, de la douane, de la Direction générale des finances publiques, c'est près d'1 milliard d'euros, 850 millions d'euros très précisément, qui ont été immobilisés de biens, d'avoirs, d'oligarques russes sur le territoire français. Veut dire plus les 22 milliards d'euros de la Banque centrale. Qu'est-ce que ça veut dire immobiliser? Par exemple, vous parlez de biens immobiliers, c'est-à-dire que ces biens ont été saisis par l'État français ou leurs propriétaires russes n'ont plus le droit d'entrer Ils n'ont pas été saisis, pour être tout à fait précis, ça veut dire que ils ne peuvent plus en avoir l'usage, ils sont immobilisés, ils ne peuvent pas les revendre, ils ne peuvent pas les monétiser. En revanche, ils ne sont pas saisis au sens où l'État en deviendrait propriétaire et pourrait ensuite les revendre. Pour qu'il y ait non pas simplement gel, mais saisie, il faut qu'il y ait une infraction pénale. Par exemple, le yacht qui a été saisi dans les chantiers de La Ciotat, qui était le yacht de Rosneft, lui a voulu s'échapper des eaux françaises, échapper donc aux sanctions européennes. Il a commis une infraction pénale, et c'est parce qu'il a commis une infraction pénale qu'il est non seulement gelé, mais saisi. Alors la première chose que nous apprend cette sanction, c'est que la lutte contre l'évasion fiscale est d'abord une question de volonté politique. Une volonté absente de toute la classe politique française qui préfère amuser les gens avec des listes noires des paradis fiscaux inutiles, pendant que Bruno légalise l'évasion fiscale des multinationales à l'OCDE. Bref, on a donc gelé ou saisi une partie de la fortune de milliardaires russes en espérant qu'ils reporteraient leur colère sur Poutine pour qu'il change de politique. C'est en tout cas comme ça qu'on nous l'a présenté, et c'est totalement con. Au mieux c'est symbolique, parce que les montants impressionnent peut-être la ménagère au JT, mais ils ne sont qu'une fraction de la fortune de ces gens, et c'est pas eux qui dirigent le pays. Poutine a montré à plusieurs reprises qu'il n'hésitait pas à exploser les oligarques quand ils vont pas dans son sens. Rendez-moi mon stylo. Et que vaudrait un pays qui sacrifierait ses intérêts nationaux pour le yacht d'un particulier? Vous imaginez si la France changeait sa politique étrangère parce qu'un pays mécontent aurait piqué le yacht de Bernard Arnault? C'est une scène qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Bonjour à tous. Ce lundi 24 février, sous les dorures du Kremlin, près de 40 oligarques sont convoqués en urgence par Vladimir Poutine. Bien à distance, assis sur des chaises comme des élèves face à leur maître, ils découvrent, médusés, cette guerre dans laquelle leur président les entraîne. Je vous demande de faire preuve de compréhension, de travailler en solidarité avec le gouvernement à la recherche d'outils qui soutiendraient la production, l'économie et les emplois. Quelques jours plus tard, ces industriels seront quasiment tous sanctionnés. Suspectés de financer la guerre en Ukraine, ils font partie des 900 Russes inscrits sur la liste noire de l'Union européenne. Ceux qui ont osé réagir publiquement, comme Oleg Deripaska, Piotr Aven ou le banquier Michael Friedman, ont timidement condamné la guerre sans jamais incriminer directement Vladimir Poutine. Toutes ces sanctions nous mettent personnellement sous pression, mais nous n'avons aucun impact sur les décisions politiques. Bonjour, enchanté. Merci de nous recevoir. Lui aussi partage le même constat. Sergueï Pougachev est un ancien banquier russe exilé en France. Lui qui a gagné des milliards dans l'immobilier et les chantiers navals, a tour à tour été ami intime, puis ennemi juré de Poutine. Selon lui, l'influence politique qu'on prête aujourd'hui à ces oligarques serait largement surestimée par les Occidentaux.
Vous devez comprendre que cela fait très longtemps que Poutine n'a plus aucune relation personnelle avec eux. Il ne fréquente pas ces oligarques. Est-ce que c'est réaliste que depuis un mois, plusieurs hommes d'affaires dont on aurait gelé les comptes en banque, les maisons, les yachts, les avions, soient allés dans le bureau de Vladimir Poutine et lui auraient dit « arrête ta guerre ». Non, c'est impossible. Sanctionner les oligarques ne sert donc pas à grand-chose, et en plus ça nous coûte de l'argent. Les yachts coûtent une fortune à entretenir, et comme les comptes bancaires des oligarques en euros ou en dollars ont été gelés, devinez qui va payer les factures des sociétés qui entretiennent ces bateaux ? Les yachts saisis aux oligarques russes se comptent désormais par dizaines à travers le monde, des navires qui affichent des caractéristiques impressionnantes. Ils mesurent entre 48 et 156 mètres et peuvent dépasser les 600 millions de dollars. Toutefois, dans certains cas, le pays qui ordonne le gel ou la saisie peut être tenu d'en assurer l'entretien. Le Tango, par exemple, séquestré à Majorque par les États-Unis, affiche un coût d'entretien annuel de 10 millions d'euros, une somme en principe à la charge du contribuable américain. Même chose pour les Italiens, où un 3-mâts de 142 mètres de long est amarré dans le port de Trieste. Selon le quotidien La Repubblica, son entretien coûterait entre 150 000 et 200 000 euros par mois à l'État italien. La situation est très différente en France et en Espagne, puisque l'entretien des avoirs gelés reste à la charge du propriétaire. Encore faut-il savoir à qui adresser les factures, ce qui donne des sueurs froides en ce moment au chantier naval de la Ciotat, où est amarré l'Amore Vero, détenu par Igor Sechin, le patron de Rosneft. En réponse à ces sanctions coûteuses et inutiles, la Russie a saisi 500 avions de ligne qui sont loués par des compagnies aériennes russes à des entreprises occidentales. La valeur du CAS dépasse les 10 milliards d'euros. Alors c'est toutefois une valeur théorique, parce que la seule rupture des relations avec la Russie entraîne une perte. Même si les loueurs avaient récupéré ces avions, ils auraient eu du mal à trouver de nouveaux locataires et auraient dû payer des sommes importantes pour les laisser pourrir sur des parkings. Ils sont sûrement ravis de cette situation qui leur permet de se tourner vers leurs assureurs. De son côté, la Russie n'est pas gagnante à 100%, parce que le manque de main-d'œuvre et de pièces détachées va poser problème pour l'entretien à moyen terme, et ces avions ne peuvent pas quitter le territoire russe ou biélorusse sans risquer d'être saisis à l'atterrissage. Alors quand ces avions ne pourront plus voler dans de bonnes conditions, peut-être que ce sera l'occasion de les remplacer par le nouveau MC-21, qui a justement besoin de débouchés commerciaux. Ce nouvel avion moyen courrier veut concurrencer Airbus et Boeing. C'est un projet crucial pour la renaissance de l'industrie aéronautique russe. Mais entre le Covid, les fermetures d'espaces aériens et les sanctions, cet avion est coupé de ses clients et de ses fournisseurs. La Russie va devoir trouver de nouveaux partenaires ou fabriquer elle-même des composants non livrés. Une politique déjà engagée suite aux sanctions des années précédentes. On verra dans quelques années si la guerre en Ukraine a flingué le projet, ou si la Russie a réussi une fois de plus à profiter de la situation pour sortir par le haut. Mais là, ça va être plus dur que dans l'agriculture. Deuxième sanction tout aussi symbolique, l'interdiction de diffusion dans l'Union européenne des médias financés par la Russie, et notamment en France de Russia Today et de Sputnik, qui ont été fermés de manière arbitraire et tout à fait contestable sur le plan légal. Il s'agit officiellement d'empêcher ces médias de diviser les Européens sur la guerre en Ukraine en diffusant le point de vue du Kremlin, qui est qualifié de propagande, de mensonge et de désinformation toxique. Tout ça en dit long sur la solidité de l'Union des Européens ou sur la confiance qu'ils accordent au discernement des populations. Il est vrai qu'il ne doit pas être très élevé puisque les gens votent et revotent pour ces abrutis, et d'ailleurs Bruno ne dément pas, il sait bien à qui il doit sa place. Deux médias russes, Russia Today et Sputnik, suspendus de diffusion partout en Europe dès aujourd'hui. C'est ce qu'annonce ce matin le commissaire européen Thierry Breton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne faites pas confiance au discernement des Français pour savoir ce qu'est de la propagande, ce qui ne l'est pas? Ça veut tout simplement dire que quand on livre une guerre de riposte à un État qui vous attaque, il vaut mieux éviter la propagande. Et que ce que nous faisons très simplement, c'est interdire la propagande sur notre territoire, la propagande des agents russes et du pouvoir russe, du pouvoir du Kremlin, sur le territoire européen. Alors il est vrai que ces médias vont sûrement présenter un point de vue biaisé de la situation, mais tout comme le font d'autres médias internationaux, comme France 24, CNN, Al Jazeera, ou bien les médias des milliardaires en France. Tout le monde a une ligne éditoriale. Puis quand on voit les conneries qu'ils diffusent sur l'Ukraine, enfin bon, bref. Est-ce que ces médias russes vont au-delà de ça et déversent mensonges et désinformations grossières? Ceux qui les accusent de faire ça pour justifier leur fermeture ne donnent jamais de références concrètes, et si c'est vraiment le cas, ils ont perdu une occasion de montrer que seul le mensonge peut défendre les actions de la Russie.
Tout ça n'est qu'une posture de forme qui permet de rajouter un point dans la liste des sanctions qu'on pourra annoncer fièrement à la tribune. Et non seulement ça sert à rien, mais une fois encore, le boomerang leur est revenu dans la tronche. Parce qu'ils ont donné l'occasion à la Russie de virer tout un tas de médias occidentaux qui n'ont plus le droit de diffuser dans le pays. Ils ont viré une radio-télé canadienne, une autre allemande, ainsi qu'Euronews, RFI et France 24, tous accusés de faire de la propagande anti-russe. Et il semblerait que ça ait donné des idées au Mali, qui a viré France 24 et RFI 2 semaines plus tard, accusant ces médias de faire de la propagande. Les pleurnicheries de France Média Monde, de Macron et de l'Union européenne sur l'atteinte à la liberté d'expression et d'information au Mali ne peuvent apparaître à tous que comme une vaste hypocrisie. Ces gens ont donc sabordé leurs valeurs et leurs principes dont ils tirent de l'influence pour un bénéfice nul. Ça n'a servi à rien. Dans le grand projet pour faire s'effondrer l'économie russe, les entreprises occidentales ont été sommées de quitter la Russie pour ne pas soutenir indirectement la guerre du méchant Poutine. Diverses campagnes de pression ont mobilisé les PNJ sur les réseaux sociaux qui s'imaginent peser dans le monde en empêchant les Russes d'acheter des sacs Vuitton, des meubles Ikea et de s'engraisser le derche à coups de McDo et de Coca. Les réactions ont été diverses, des entreprises ont choisi de poursuivre leurs activités, d'autres les ont suspendues en attendant que la tempête passe, et quelques-unes ont choisi de plier bagages pour protéger leur image de marque. Sur l'échelle des malheurs, ça ne se compare en rien à la guerre et à ses morts. Mais la fermeture aujourd'hui du géant suédois dans toute la Russie est un autre coup de barre et il est majeur. It's over? Sad news. Ça fait à peine une demi-heure que les employés l'ont appris dans cette petite succursale de Saint-Pétersbourg. On leur a promis 3 mois de salaire et après, personne ne le sait. Au total, c'est 15 000 postes au pays qui disparaissent. I want to buy something now. Irina, une cliente, prend la nouvelle avec un sourire, mais elle ravale ses émotions. Are you stressed? Are you worried? Oh, very. La fermeture d'IKEA est un autre symbole du malheur économique qui s'abat sur les Russes, qui voient un monde auquel ils s'étaient habitués leur glisser entre les doigts. Chez iSpot, un des nombreux distributeurs de produits Apple en Russie, il ne reste plus que les démonstrateurs. Le gérant dit qu'il a tout vendu ce qu'il avait en stock en 2 jours et pour le double du prix. 2 days. Yes. All iPhone and all iPad, iMac, MacBook, 2 days. Il sourit parce qu'il vient tout juste de recevoir une dernière commande placée avant que Apple, une des marques les plus vendues en Russie, décide de rompre les liens avec le pays. Il devra s'approvisionner ailleurs, peut-être au Kazakhstan. Et quoi qu'en disent les autorités, le pays est en train de sombrer dans une grande crise économique. Cette femme sait très bien que les jours de sa boutique de souvenirs, déjà éprouvés par la pandémie, sont comptés. Mais elle refuse de sombrer dans la déprime. And crying and think, oh wow, we are broken, life broken, everything bad. You know, I create my environment and they feel the same feelings. That's why not. Sauf qu'à chaque jour qui passe, c'est une porte de plus qui se ferme sur la Russie. Quelques heures après l'annonce officielle, en après-midi, le plus grand magasin Ikea de Moscou était pris d'assaut. Mais à Saint-Pétersbourg, il y avait un calme presque troublant. Dans cette ville de Russie la plus libérale et la plus ouverte sur l'Europe, on entend aussi la résignation, l'advienne que pourra. Ikea ferme. Et alors, ça sera remplacé par une version russe. D'ici 1 an, tout ira bien, dit ce jeune homme. Et dans le contexte tendu actuel, il vaut mieux ne pas leur demander ce qu'ils pensent de la situation en Ukraine. Car en plus de la censure militaire imposée à tous les médias, la Douma étudie une loi qui menace désormais d'envoyer toute personne qui manifeste contre l'intervention militaire en prison pour des années. En fait, c'est des sanctions de boomer. On va te piquer ton bateau, on va te priver de meubles Ikea, tu pourras plus voyager. Ouh, tu es effrayé. Nos 68ards qui ont pour seul but dans la vie d'accumuler des biens de consommation courante, signifiant leur réussite, s'imaginent porter un coup terrible au moral des Russes en les privant des marques occidentales. Sans doute que ça fera pleurnicher quelques consommateurs citadins, mais le but principal des sanctions, c'était quand même de pourrir l'économie russe. Il fallait créer du chômage, de la pénurie, des pertes d'activité pour les entreprises locales. Tout au plus, ça a créé de la désorganisation à court terme. Mais les clients d'IKEA ont quand même besoin de meubles. Ils iront simplement les acheter dans d'autres magasins. Et ces magasins embaucheront les anciens salariés d'IKEA.
Quant aux produits importés, si les marques comme Apple refusent de les livrer en Russie, il suffit de les commander via un intermédiaire dans un autre pays, puis de les livrer en Russie. D'ailleurs, une simple boîte aux lettres en Chine fera l'affaire, hein. Tout le bazar d'Apple est fabriqué là-bas. Donc une fois que les entreprises se seront adaptées pour contourner ces problèmes, la situation profitera à la Russie qui aura une fois de plus l'occasion de russifier son économie, voire même de récupérer des actifs. Le gouvernement russe a signé un décret qui lui permet de nationaliser toute propriété et toute entreprise étrangère qui fermeront leurs portes en protestation contre les opérations militaires en Ukraine. Une liste de pays qualifiés d'inamicaux sont particulièrement visés, c'est-à-dire ceux qui ont pris des sanctions contre la Russie. La seule menace de la nationalisation a remis les pieds sur terre à beaucoup de monde. Total qui est actionnaire du groupe Novatek, qui est le deuxième groupe gazier russe, qui est un groupe entièrement privé, qui est dirigé par un proche de Vladimir Poutine, vous l'avez laissé entendre il y a quelques instants, mais qui est un homme présent dans la liste des oligarques sanctionnés. C'est-à-dire que le plus grand groupe français aujourd'hui fait des affaires avec quelqu'un dont vous venez de nous dire qu'ils ne sont plus les bienvenus en France et qu'on va peut-être leur prendre tout. Tout ça ne m'a pas échappé. Oui. C'est bien pour ça que je dis qu'il y a un problème de principe, mais avant d'annoncer une décision, je préfère en discuter avec le premier intéressé. Vous allez le voir aujourd'hui. Et parfaitement conscient de la gravité de la situation, qui est Patrick Pouyanné. Il a une conscience aiguë de la gravité de la situation, du problème de principe que cela pose, et je pense que nous pourrons prendre des décisions ensemble dans les jours qui viennent. Patrick Pouyanné, patron de Total Energy, critiqué pour sa présence en Russie, a expliqué qu'en quittant le pays, il donnerait 13 milliards d'euros d'actifs à des Russes pour zéro, car personne ne peut les acheter. Vous voulez que j'abandonne des actifs en Russie pour enrichir des Russes qu'on a mis sous sanction ? Il est donc impossible pour les entreprises industrielles de quitter le pays sans faire cadeau de leurs usines et de leurs machines à la Russie. Toutefois, la Russie ne pourrait pas forcément les faire fonctionner comme avant si elle se coupe des chaînes d'approvisionnement, de la trésorerie et du savoir-faire des entreprises étrangères. On peut faire l'effort de remplacer une entreprise ou un produit par-ci par-là, mais on peut pas non plus tout faire à la fois. Et c'est pour ça que la Russie s'est contentée de menacer de nationaliser sans passer directement à l'acte. Un grand nombre d'usines ont subitement rouvert leurs portes, comme celle de Renault, qui affirme que la suspension de son activité était liée à des problèmes d'approvisionnement. Et sûrement pas à des considérations politiques. Non, pas du tout. Mais l'État français, actionnaire de Renault, qui veut détruire l'économie russe, a dû se sentir mal à l'aise de laisser Renault participer à la développer. Donc je considère qu'il y a désormais un problème de principe à travailler avec quelque personnalité que ce soit proche de Vladimir Poutine. Concrètement, ça veut dire quoi? Quand il y a un problème de principe, on fait quoi? On se retire? Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a donné les usines de Renault à la Russie pour 1 rouble. Alors c'est même pas 1 euro symbolique, c'est 1 rouble symbolique, c'est un racket. Oui, faut dire les choses clairement, c'est une opération de racket de la part de l'État russe. C'est quoi en fait? C'est ni plus ni moins la première nationalisation d'ampleur depuis le début de la guerre. Alors, puisque Renault cède ses 2 actifs, on l'a dit, c'est les plus importants dans le pays, mais de manière contrainte et forcée. Alors, il faut savoir que la Russie, c'est son 2e plus gros marché au monde, avec près de 500 000 véhicules vendus l'année dernière. Donc, les conséquences industrielles et financières vont être importantes. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le ministre russe du commerce et de l'industrie avait indiqué il y a quelques semaines que finalement Renault prévoyait de vendre ses actifs russes pour 1 rouble symbolique. Je vous rappelle que quand même 1 rouble c'est égal à 0,015 €. Alors de son côté, ce matin, Renault, par la voix de son directeur général Luca Di Meo, précise qu'il envisage de revenir, si possible, en Russie lorsque la situation le permettra, peut-être au cours des 6 prochaines années. En tout cas, avec cette cession de 100% des parts de Renault Russie à la ville de Moscou et près de 68% des participations dans le groupe Avtovaz qui produit notamment les véhicules Lada, eh bien, financièrement, c'est un coup extrêmement violent pour Renault, qui est obligé de faire un ajustement comptable, écoutez bien, de 2,2 milliards d'euros, et les prévisions ne sont pas bonnes, baisse de la marge opérationnelle de 4 à 3%, et une trésorerie qui passe sous le milliard d'euros. Et on imagine... Ajustement comptable, c'est une manière polie de dire une perte de 2 milliards. Hein. Oui, c'est clair. Alors c'est une couleuvre monstrueuse que Renault, finalement, est obligé d'avaler en attendant un retour à meilleure fortune en Russie. Alors je disais qu'on imagine, si Renault retourne en Russie,
Imaginons les Russes qu'ils doivent repayer. Alors, ça fera l'objet de discussions, de négociations. Évidemment, là, ils cèdent pour quasiment rien leurs actifs. Au moment de reprendre, peut-être que la tentation de Moscou sera de faire payer cher le retour dans le pays. Faudra m'expliquer la différence de fond entre le racket russe et les sanctions occidentales. Je crois que dans les deux cas, on te pique un truc en exigeant de toi que tu changes de politique. C'est pareil. En attendant, j'ai fait les comptes et ils sont pas bons. Le petit Bruno s'est vanté d'avoir gelé ou saisi en France 850 millions d'euros d'actifs russes, sous forme de comptes bancaires, de biens immobiliers et de bateaux qui nous coûtent cher à entretenir. Et ensuite, ils ont donné 2,2 milliards d'euros d'actifs à la Russie, sous la forme d'usines qui rapportent de l'argent. Et donc ça, c'est censé provoquer l'effondrement de l'économie russe. Faudra quand même demander des comptes à Bruno, hein, parce qu'à ma connaissance, Renault a été la seule entreprise industrielle nationalisée en Russie. Tous les autres fabricants de bagnoles européens menacés de nationalisation ont repris leurs activités. D'autres entreprises ont par contre quitté la Russie en vendant leurs actifs pour un prix inconnu, mais ce sont surtout des entreprises de services, de franchise, comme McDo par exemple, même si McDo est surtout une entreprise immobilière. Le problème pour ces entreprises basées en Occident, c'est qu'en Russie, elles sont payées en roubles, dont l'évolution du cours était plutôt incertaine. Non seulement elles gagnent moins, mais elles peuvent plus rapatrier le peu qu'elles gagnent dans les pays occidentaux à cause des sanctions. En plus, la situation peut encore s'aggraver, et puis elles sont confrontées à des problèmes d'image. Dans le cas de McDo, les restos continuaient à fonctionner en Russie, malgré les réticences du franchiseur. Les patrons russes ont simplement tourné le logo à 90 degrés et y vendaient la même chose qu'avant. Par contre, je doute qu'ils aient continué à payer les loyers et les franchises à McDo. Il faut dire qu'ils sont protégés par un décret du gouvernement permettant aux résidents ou entreprises russes d'utiliser sans conséquence des brevets et marques déposés de pays hostiles à la Russie. McDo a donc vendu ses 850 restaurants à un Russe pour une somme inconnue et sûrement dérisoire au vu du contexte. Inauguration en grande pompe et coupe du ruban rouge sur la place Pouchkine. 3 mois après le retrait de McDonald's de Russie en raison du conflit en Ukraine, les restaurants rouvrent, avec un nouveau propriétaire et un nom russe. Vukujno Itoshka. Traduction, savoureux, point. J'ai commandé mon plat préféré. Tout est pareil, un filet aux fiches, un burger au poulet, les sauces sont là, tout est ok, même meilleur. Alexander Govor, qui possédait déjà 25 restaurants franchisés en Sibérie, a racheté les 850 McDonald's du pays. Nous sommes certains que nos clients ne verront pas la différence dans les menus et les goûts. C'est aussi pour ça que je veux remercier encore une fois nos fournisseurs d'avoir maintenu les partenariats avec nous. Si le montant de l'accord commercial n'a pas été rendu public, l'entrepreneur russe a dû s'engager en amont de l'achat. Les 62 000 ex-employés de McDonald's conserveront leur travail. Les sanctions devaient flinguer les oligarques, elles en ont créé un petit nouveau. Pour éviter ce genre de conneries, il n'a pas fallu longtemps pour que les entreprises trouvent un moyen de contourner les sanctions et les problèmes d'image. Schneider Electric ou Sodexo par exemple ont annoncé avoir quitté la Russie, mais c'est seulement une apparence. En fait, elles ont transféré la propriété et le contrôle des activités russes à leur équipe locale, accompagnée d'une clause qui permet le retour au sein du groupe si la situation en Russie le permet. Tiens, justement, Michelin vient d'annoncer qu'il souhaite vendre ses activités en Russie à son équipe locale. Parce que, vous comprenez, on voudrait pas donner notre savoir-faire à la concurrence, mais on ne veut pas fermer non plus, on pense à nos employés. Après avoir écoulé ses stocks de pneus, Michelin dresse le constat de l'impossibilité technique de la reprise d'activité, en particulier en raison des difficultés d'approvisionnement dans un contexte durable d'incertitude générale. En clair, il n'arrive pas à disposer des 200 matières nécessaires à la fabrication des pneus, en bonne part importées. D'où la bonne question suivante, comment les futurs nouveaux dirigeants se les procureront-ils? Mystère. À croire qu'il est plus facile d'approvisionner son usine en Russie quand on n'est pas sous la tutelle d'un groupe occidental coincé par les sanctions. Donc on va faire comme si on était 2 entreprises distinctes le temps de la fâcherie, et puis on se régularisera plus tard. Donc la plupart des sanctions économiques contre la Russie finissent par être contrées, contournées ou servent de tremplin au développement de la Russie. À court terme, c'est une défaite totale pour les Occidentaux. C'est un échec, ça n'a pas marché. Par contre, dans les mois qui viennent, de vraies difficultés commenceront à se poser sur des produits difficiles à substituer ou avec peu de fournisseurs dans le monde, comme les machines-outils ou les microprocesseurs.
Donc les sanctions vont se faire sentir, mais à long terme, sur certains secteurs et dans certaines conditions. En 2015, suite aux premières sanctions, la Russie avait décidé de remplacer Intel et AMD par ses propres processeurs dans tous les ordinateurs de l'administration, pour éviter la dépendance et l'espionnage des États-Unis. Mais la Russie est restée dépendante d'entreprises étrangères pour la conception et la fabrication de ces processeurs, dont elle est coupée aujourd'hui à cause des sanctions. Sans rentrer dans les détails, les capacités de production propres en processeurs de la Russie ont 20 ans de retard. Elle espère n'avoir plus que 10 ans de retard en 2030. La Russie a dû se tourner vers la Chine pour obtenir des processeurs à peu près valables, ainsi que des semi-conducteurs, qui sont des matériaux de base de l'électronique, que la Russie commence tout juste à vouloir fabriquer. Alors ça va être emmerdant, mais rien qui ne puisse entraîner l'effondrement de l'économie russe dans les semaines qui viennent, tout au plus un ralentissement sur le long terme, et à condition que le pays ne soit pas suffisamment alimenté par la Chine, ou bien par le lucratif et inévitable marché noir qui va se développer sur les produits électroniques à destination de la Russie. Est-ce que nos gestionnaires de l'année ont pensé à réguler tout ça? Bien sûr que non, de toute façon c'est pas fabriqué chez eux. Alors l'un des points importants du G7 en mai 2022, au-delà de montrer son torse à Poutine, c'était justement d'étendre le respect des sanctions à d'autres pays, et notamment à la Chine. Le G7 a demandé à la Chine de soutenir l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine, mais aussi et surtout de ne pas aider la Russie dans sa guerre d'agression. Une demande jugée inappropriée par la Chine, qui se dit opposée aux sanctions unilatérales qui ne prennent pas en compte le droit international et le rôle de l'ONU. Et la Chine considère que ces sanctions contribueront à de nouveaux problèmes. J'imagine que la situation récente au Sri Lanka en est un exemple. Alors certes, le pays sombrait lentement depuis plusieurs années, mais la crise alimentaire, énergétique et l'inflation ont fini par le mettre par terre. Beaucoup de pays comprennent qu'ils risquent d'être des dommages collatéraux des sanctions occidentales contre la Russie. Ainsi, la Chine n'est pas le seul pays à contester la pertinence des sanctions sur le fond et sur la forme. On verra dans le prochain épisode que l'isolement diplomatique de la Russie est aussi improbable que son effondrement économique, et que tout ça finira par revenir dans la tronche de l'Occident. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite, et à partager cette vidéo, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Vous pouvez aussi soutenir mon travail via Tipeee, et en faisant un tour sur notre boutique zoneartisanale.com. Sur ce, à la prochaine.